question-là. Je voulais savoir, la saumure, étant donné que ça vient des profondeurs du sol, je voulais savoir, est-ce qu'il y a, parce que bon, on parle de radon, on parle de différents produits radioactifs qui peuvent se trouver dans le sol, est-ce qu'il y a un travail qui est fait pour inspecter de façon, peut-être pas systématique, là, mais au moins de façon ponctuelle, les produits qui sortent comme ça des entrailles de la Terre, M. le Président, qui sont utilisés sur nos routes, entre autres, beaucoup même, en fait, beaucoup sur nos routes, qui ont un impact probablement sur la végétation, les cours d'eau, qui ont un impact sur les infrastructures. Hein, on sait avec le pipeline, à un moment donné, même la corrosion, etc., sans vouloir faire tout le débat là-dessus, au moins, est-ce que c'est possible de savoir de quelle façon ces inspections-là, s'il y en a, et comment elles ont lieu, M. le Président? Monsieur le ministre. Je pense que M. Perron, étant donné la nature très technique de la question, je pense que M. Perron va répondre. Alors, est-ce que j'ai consentement pour que M. Perron puisse... Est-ce que j'ai consentement? Oui, merci. Alors, M. Perron, vous identifiez, vous pouvez répondre, s'il vous plaît. Alors, Pascal Perron, conseiller à la direction du Bureau des hydrocarbures. Alors, ce sont des inspections qui sont menées conjointement par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et le ministère de l'Environnement. Alors, au niveau des aspects techniques qui concernent les puits de saumure, c'est le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles qui prend en charge ces aspects-là. Au niveau de la saumure comme telle et de ses compositions et tout ça, c'est le ministère de l'Environnement qui a la responsabilité de vérifier ça. Merci, M. Perron. M. le député de Berthier. Est-ce que les vérifications sont toujours exemptes de toute chose anormale? Est-ce que c'est des... Dans le fond, ma question est simple. C'est est-ce que depuis le temps où on extrait la saumure des profondeurs, est-ce qu'il y a déjà eu des contre-indications quant à son utilisation? S'il y a déjà eu des contre-indications quant à son utilisation, parce qu'on dit que la saumure, c'est une eau concentrée en sel, mais est-ce qu'il y a, exemple, des vérifications au niveau de la radioactivité qui sont faites? Est-ce qu'il y a déjà eu Est-ce que c'est déjà arrivé ou ils ont identifié un problème de cette nature-là par les inspections qui ont été faites? En fait, ce que je sais de la situation de la saumure, c'est que le MDDLCC aurait demandé à une entreprise là, de cesser ses activités au niveau de la saumure pour de la présence de radioactivité dans ces eaux de saumure. Donc, de cesser l'extraction à cet endroit-là? Exactement. Et depuis, ça l'a jamais repris, c'est ça que je comprends? L'information que j'ai, c'est qu'il n'y a pas eu de redevance qui a été perçue sur la production de saumure. Donc, il n'y a pas eu de production de saumure depuis 2011, je crois, sur un des sites. 2010 dans le cas d'un autre, puis 2009 dans le cas du troisième. Donc, 3 puits qui ont été fermés, j'imagine, si... Ils sont fort probablement fermés temporairement, minimalement. OK. 3 sur combien au Québec? Je pense qu'il y en avait 3 qui étaient intéressants au niveau de la saumure actuellement, sur OK. 3 différentes autorisations. Je pourrais vérifier. De mémoire, il y a le puits de Saint-Angèle, puis il y a un puits à Bécancour aussi. OK. M. le député de Berthier. Oui, merci. Merci pour... question? Oui, ça répond oui, parce qu'on pourrait, évidemment, je comprends que c'est peut-être pas nécessairement, là... Mais en fait, ce que je veux démontrer, M. le Président, par ces questions-là, c'est à quel point c'est nécessaire de faire un travail quand même assez solide, là, parce qu'on parle de saumure qui est utilisée, puis là, on se rend compte qu'effectivement, il y a des puits qui produisent une saumure d'une qualité, en fait, qu'on ne peut pas utiliser, mais qu'on a utilisé probablement, parce que j'imagine qu'il y a dû avoir utilisation de cette saumure-là. On pourrait aller dans le détail, mais on ne le fera pas, M. le Président, parce qu'on pourrait demander depuis quand elle est utilisée, quand est-ce qu'on a découvert qu'elle était potentiellement radioactive, qu'elle était radioactive, etc. Mais tout ça pour dire que chaque question, M. le Président, a sa raison d'être ici. Alors, M. le Président, je vais tout simplement reprendre... Actuellement, ce que le règlement a dit, puis ça rejoint un peu votre intervention, c'est que la largeur du périmètre de protection doit être au moins 10 % de la largeur du réservoir souterrain mesuré. Et puis ça fait en sorte que c'est une dimension qui peut être statique alors qu'il ne prend pas en compte certains aspects qui sont spécifiques à la localisation du réservoir, alors c'est une généralité. Fait que ce qu'il va falloir faire, c'est fort probablement, parce qu'il y a des normes en matière de stockage de réservoirs souterrains, des normes CSA,
Et puis, il va falloir, à cet effet-là, on a du personnel aussi qui est en place sur le comité, là, avec les entreprises de stockage notamment, puis les intervenants qui sont impliqués sur la rédaction de ces normes-là. Puis, on va devoir s'inspirer des normes CSA en matière de stockage souterrain pour venir s'assurer dans le règlement là, que tous les aspects et tous les contraintes spécifiques au milieu soient considérées pour établir le périmètre de protection. OK. Est-ce qu'il y a des droits acquis? Actuellement, il y a des réservoirs identifiés. On le sait, il y en a un pas loin de Yamachiche, dans ce secteur-là. Il y a un réservoir. Est-ce qu'il y a des droits acquis? Monsieur le ministre? Oui. Monsieur Perron? Moi, de ce que je connais de la loi, c'est effectivement, il y aurait des droits acquis, ça va s'appliquer sur les prochaines licences de stockage. Bien, quand vous dites prochaine licence, c'est pas dans la sémantique, là, c'est dans le réel. S'il y aurait des éventuelles licences de stockage, à ce moment donné-là, c'est la norme de protection qui va être fixée par le règlement actuel qui va s'appliquer. Oui. Monsieur le ministre? Monsieur le Président, il y a Monsieur le déjà ministre, une loi qui limite les activités pétrolières et gazières dans les basses terres du Saint-Laurent. Alors, je pense que quand on parle de Yamachiche, c'est pas mal les basses terres du Saint-Laurent. Oui, Monsieur le Président. Oui, allez-y, Monsieur le député. Vous dites qu'il y a déjà une loi qui... Limite les oui. activités Pétrolières pétrolières et et gazières dans les basses terres du Saint-Laurent. C'est pour ça, d'ailleurs, que depuis 2010-2011, il n'y a pas la loi d'activité 18, de gaz de schiste. C'est la 18, ça? Pardon? C'est la loi 18? Le numéro, je ne m'en souviens plus, mais je sais que c'est ça, 18? Bon, 18. Est-ce qu'elle interdit présentement de faire des puits de forage puis fracturation par hydraulique? Ça n'interdit pas de faire des puits, ça. mais la seule chose, c'est qu'elle doit fonctionner assez bien avec les règlements qui vont avec, puisqu'il n'y en a pas eu depuis 2010-2011. Vous me corrigez, M. le Président, mais je pense qu'elle suspend présentement, temporairement, les renouvelables aux 5 ans. C'est ça? Donc, en réalité, je veux dire, c'est renouvelable et non renouvelable. Là. On peut la renouveler ou non pas la renouveler. Ça va dépendre au gré des humeurs du gouvernement de le faire ou de ne pas le faire. Mais encore une fois, Monsieur le Président, on l'a répété et re-répété, pour pouvoir, une fois qu'on a ce permis-là, vous avez une série de règlements qui sont là. Règlements non pas seulement en vertu de la loi sur les hydrocarbures, mais en vertu de l'environnement. Et ces règlements-là, particulièrement dans certaines matières, ont des notions d'acceptabilité sociale. Or, ces notions d'acceptabilité sociale dans les basses terres du Saint-Laurent sont actuellement des notions sur lesquelles tout le monde s'entend pour dire qu'il n'y a pas, je dirais, une once de... C'est l'expression que le premier ministre employait d'ailleurs pour dire il n'y a pas une once d'acceptation. Alors, à partir du moment où il n'y a pas d'acceptation, les compagnies comprennent très bien qu'elles ne peuvent pas aller dans cette direction-là. Et c'est pour ça que depuis environ, au moins 6 ans, il n'y a pas d'activité. OK. Monsieur le député de Vertu. Je sais, M. le Président, c'est le débat qu'on a depuis je ne sais plus combien d'heures. Là. Ceux qui s'amusent à le compter nous le diront. Là. Je ne parle pas des gens qui travaillent au sein de la commission, là, mais certains députés s'amusent à les compter. Là, c'est bien correct. Mais on revient à ce débat-là où, dans le fond, le ministre nous dit ça ne se fera pas, là, mais ça va être quand même permis, ça, on s'entend. Ça va être quand même permis. Bon, c'est permis. C'est pas interdit. Bon, je vais le dire comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est contre les moratoires. Et ça, c'est la position que nous avons dans ce domaine-là. Maintenant, vous aimez ça, les moratoires. Nous, on dit, écoutez, on est mieux d'avoir des règlements sévères, des règlements qui tiennent compte, entre autres, de l'acceptabilité sociale. Et donc, je pense que c'est mieux comme ça. Oui. Oui. Mais juste que les gens nous suivent, M. le Président, là, ce que le ministre nous dit, c'est qu'il y a une loi, la loi 18, ça doit s'appeler autrement maintenant, là. Mais bon, on est plus familier avec ce numéro-là, nous autres ici, là, 18, qui, dans le fond, suspend l'obligation, entre autres, des pétrolières et gazières de faire le travail qu'ils devaient faire normalement, là, sur le terrain annuellement. Il y avait des obligations. Là, on suspend tout ça, on dit touchez pas à ça. La loi 18, elle a des effets pour 5 ans. Là, je ne sais pas quand est-ce qu'il va devoir y avoir un renouvellement. Je pense que c'est dans pas long. C'est indéfiniment. C'est un renouvellement indéfiniment. Oui. OK. Ou c'est un non-renouvellement indéfiniment. Voyez-vous, là, les nuances, M. le Président, il faut faire attention. Je veux juste qu'on se comprenne bien que ce n'est pas écrit dans la loi que ça va être interdit, c'est pas écrit nulle part. C'est des renouvellements, mais qui pourraient ne pas être renouvelés, donc permettre de telles choses. Juste qu'on soit clair, M. le ministre. On peut-tu être clair avec le monde? Sérieux, là? Oui, mais M. le Président, allez-y, M. le ministre. Il faut aussi que le député comprenne que plus les compagnies attendent longtemps, si demain matin elles voulaient repartir,
non seulement il y a la question de l'acceptabilité sociale qui entre en ligne de compte, mais en plus, il y a le fait que plus on attend longtemps, plus ça coûte cher. Alors, il y a un coût plus élevé quand ça fait plusieurs années que vous n'avez pas fait d'activité. Si demain matin, ils voulaient repartir, ça serait encore plus onéreux pour eux, à un moment actuellement où il n'y a pas véritablement d'intérêt. Alors... J'aime ça quand on jase comme ça, M. le Président. Effectivement, il n'y a pas d'intérêt. Alors, c'est pas parce qu'il y a une nouvelle réglementation, c'est pas parce qu'il n'y a vraiment pas d'intérêt, notamment à cause du prix qui s'est effondré, il n'y a pas d'intérêt. Mais si l'intérêt venait qu'à revenir, bien, il y aurait possibilité. C'est juste ça que je veux qu'on comprenne. Peut-être que dans les basses terres du Saint-Laurent, il n'y aurait pas plus d'acceptabilité sociale. Nous, on fait des lois autant que possible, à moins de les préciser, pour l'ensemble du Québec. Okay? Dans ce cas-là, on sait qu'il y a une situation particulière dans les basses terres du Saint-Laurent parce que, évidemment, on connaît les épisodes de ce qui s'est produit en 2010. Oui. Alors, on a fait une loi spécifiquement pour ça. Et dans la loi sur les hydrocarbures, cependant, il y a des régions comme la Gaspésie où ça semble poser, dans plusieurs cas, en tout cas, moins de problèmes. Pas dans tous les cas, mais dans plusieurs cas, ça pose beaucoup moins de problèmes. Alors, nous, on essaie de faire une loi pour l'ensemble du Québec. Et c'est ce dont on parle c'est ce dont on parle à ce moment-ci. Et donc, on le fait en tenant compte, évidemment, des meilleures pratiques. Puis je reviens toujours sur ces éléments-là. Puis d'ailleurs, vous avez eu de la part de M. Perron un exemple que le ministère et le ministère de l'Environnement, en tout cas dans le cas de la saumure en question, des problématiques qu'il y a eu, que le ministère fait son travail. D'accord. Merci, M. le ministre. M. le député oui, Berthier. Merci, M. le Président. On comprend. L'entreprise doit m'aviser. C'est ça que je comprends. L'entreprise m'avise. 10 ans se passent, ou 5 ans, moi je vends. Puis l'autre personne qui a acheté vend à nouveau. Puis personne qui va aviser à nouveau. Alors moi, ce que je veux savoir, c'est au niveau des titres. C'est simple, c'est au niveau des titres. Bien, écoutez, je pense que je demanderais peut-être à Maître Giguère de peut-être répondre là-dessus, parce qu'une chose est certaine, c'est qu'on couvre le maximum. Il y a une traçabilité. Un notaire, c'est là pour ça. C'est pour aller faire les recherches sur ce qui s'est passé et sur l'historique du terrain qu'on veut acheter, sur tout ça. Et nous, on favorise le maximum d'informations. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez de plus. Je ne sais pas si Maître Giguère, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça. Maître Giguère peut s'exprimer, ça me fait plaisir de l'entendre. Moi, tout ce que je veux, c'est m'assurer qu'effectivement, il y a une traçabilité et que c'est des titres. Les titres seront clairs quant à cela, c'est tout. Alors, est-ce que j'ai consentement pour que Maître Giguère puisse s'adresser à la Commission? J'ai consentement? Oui. Alors, veuillez vous nommer et prendre la parole, s'il vous plaît. Alors, Isabelle Giguère, avocate au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Évidemment, les licences vont être inscrites au registre qui est le registre relatif aux hydrocarbures qui est au sein du ministère. Mais il ne faut pas oublier que la personne, le propriétaire qui va avoir été avisé que son terrain fait l'objet d'une licence, doit, comme tout bon propriétaire qui vend, en aviser l'acquéreur. Il y a un droit sur son terrain. Alors, il y a la bonne foi aussi du propriétaire qui doit respecter ses propres obligations et qui doit le dénoncer à son acquéreur, ce qui fait que ce sera probablement dans l'acte notarié. Et c'est comme ça que la chaîne de titres va suivre. Oui. OK. Monsieur le député de Berthier. Bon, juste qu'on se comprenne, on parle d'une licence qui est relativement... On reste dans un réservoir, là. On reste dans les réservoirs, s'il vous plaît. Là. Je veux pas qu'on... Donc, un réservoir, l'entreprise a une licence. Le périmètre de protection ou la zone tampon doit nécessairement être à même la licence, c'est ce que je comprends. La licence va... Il faut qu'elle couvre le périmètre, la zone tampon. Elle va couvrir le réservoir plus le périmètre de protection. Parfait. Donc, le propriétaire est avisé qu'il y a une licence. Puis, parce que là, c'est sous terre. On s'entend qu'en surface, ça part des émanations. Si on ne sait pas, on verra. Là. Mais bon. Et donc, mais il est avisé verbalement. Non, OK, ça, je veux savoir. Non, le propriétaire est toujours avisé par écrit. Quand dans une loi, on parle d'avis, l'avis est un avis écrit. Parfait. Est-ce que vous iriez, Maître, jusqu'à dire que toute personne qui recevra un avis écrit concernant le fait que son territoire, sous sa terre ou sous une partie de sa terre, se trouve une zone tampon ou un réservoir, aura l'obligation légale
de l'inscrire à son titre ou à tout le moins d'en aviser, s'il vend, d'en aviser le nouvel acquéreur. C'est un droit sur son terrain, effectivement. Il a l'obligation de le dénoncer. Bon, parfait. Pourquoi donc, quand, comme municipalité, je veux faire un exutoire, disons, au fleuve, je suis obligé de faire des actes notariés pour, d'abord, l'autorisation du propriétaire, puis je suis obligé de passer chez le notaire pour avoir l'acte notarié comme quoi je passe dans le sous-sol, pas sur le terrain, mais en dessous, il y a un tuyau. Là, je suis obligé de passer un acte notarié. Et là, c'est sûr que c'est inscrit, puis ça va suivre tout le temps. Oui. Alors ça, c'est pour la servitude. Oui, Parce que alors ça, effectivement, c'est un droit réel, donc ça doit être inscrit au registre foncier. OK. La différence, c'est que la licence d'exploration, ou la licence de stockage, c'est un droit, je vous dirais effectivement, un droit virtuel. Si quelqu'un devait accéder, exemple, sur le terrain du privé, la compagnie, le promoteur qui voudrait accéder pour avoir accès à son réservoir, il pourrait, à ce moment-là, y avoir une servitude qui serait inscrite au registre foncier. Ça, on est dans le cas des servitudes. Mais pour ce qui est de la licence, ça demeure une obligation qui n'est pas inscrite au registre foncier. S'il y avait un puits, ça, ce serait inscrit au registre foncier. Mais la licence de stockage comme telle, incluant le périmètre de protection, n'est pas inscrite au registre foncier, mais ça demeure que le propriétaire en a été avisé et qu'il doit, à son tour, aviser le futur acquéreur. On va vérifier ça. Je pense qu'on va pouvoir vous donner la réponse ultérieurement. Oui, mais c'est important parce qu'en fait, tu sais, tu ignores ce que tu ignores. Donc, c'est difficile pour un propriétaire de le dire éventuellement à potentiel acheteur, même sur quand il inscrit, mettons, sa maison puis qu'il y a une offre d'achat. Tu sais, il faut quand même que tu les déclares. Donc, s'il ne sait pas, c'est un peu difficile de... La question de la députée montre en tout cas que c'est important de mettre ces choses-là dans le projet de loi sur les hydrocarbures parce que c'est sûr que pour ce qui est du passé, on court beaucoup après les informations. Hein? Il n'y avait pas d'informations auparavant, il n'y avait pas d'avis, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'encadrement. Alors, je pense que c'est un autre exemple, je dirais, qui montre en tout cas qu'il faut véritablement avoir ce type d'informations-là, et c'est ce que la loi sur les hydrocarbures contient. Alors, je prends note de ça, on va pouvoir vous répondre dans les prochaines minutes. Merci. Merci, monsieur. Oui, monsieur le ministre, oui. Est-ce que vous voulez y aller? On m'informe déjà de la réponse. Alors, il n'y a pas d'avis, parce que nous, évidemment, en attendant qu'il y ait une loi sur les hydrocarbures, il y a une loi sur les mines. Hein? Mais, et il n'y a pas d'avis qui est exigé en vertu de la loi sur les mines. Alors, j'imagine que les avis seront envoyés à l'adoption du projet de loi, même les licences qui sont déjà données, vous allez quand même envoyer des avis aux propriétaires pour les informer, du moins. Même les licences qui ont été octroyées avant, là, je sais que c'est le passé, mais je pense que ça serait responsable de la part du ministère de le faire. Oui. Écoutez, je prends note de votre demande. Évidemment, la loi sur les hydrocarbures, c'est pour le futur, c'est pas nécessairement pour le passé, mais je prends note de ce que vous me... Par contre, dans le règlement, ça peut être rétroactif, cette portion-là, parce qu'il va y avoir un règlement rattaché à ça. Alors, si le règlement pourrait être rétroactif pour celui-là... Le règlement peut pas être rétroactif. S'il y en a un, du moins. OK. Écoutez, on va vérifier ce qu'on peut faire. Merci, monsieur le ministre. Oui, monsieur le député de C'est clair que vous avez raison. C'est-à-dire qu'on a un nombre global pour le moment. La semaine dernière, je faisais référence à des rapports d'inspection qui sont à être regardés, qui vont nous permettre de dire de façon extrêmement claire, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Alors, je pense que c'est la nuance qu'il faut faire ici cet après-midi. C'est directement relié aux propos que j'ai tenus la semaine passée, mais effectivement, là, vous avez raison, vous avez un nombre global. Je vous remercie, Madame, de cette précision. Ce qui a ajouté à la confusion et piqué notre curiosité, à nous, avides d'informations, ce qui, je présume, n'est pas l'expression d'un défaut.
Je crois que le ministre, au contraire, saluait une qualité qu'il estimait avoir. Alors, demander beaucoup d'informations, c'est un signe d'intelligence. Ouais. Alors, mais on se faisait dire des fois aussi, t'es bien trop curieux, n'est-ce pas? peut-être. Alors, continuez votre travail. Donc, je vais continuer à être bien trop curieux. En fait, ce qui a soulevé notre curiosité, c'est cette précision à l'effet que sur les 908 inspections réalisées, d'après ce qu'on trouve sur le site Internet du ministère, 469 ont eu lieu sur Anticosti. Alors, je m'étonnerais qu'il y ait 400... j'ai dit 409, en tout cas c'est 469. Je m'étonnerais qu'il y ait 469 puits sur Anticosti, donc plusieurs inspections de même puits. Hein, c'est ça? Il y en a eu beaucoup. Madame. Madame Masselin ou Monsieur Perron? Madame Masselin? Oui, Allez-y. oui. Il apparaît que ces chiffres-là soient réalistes en fonction des nombreux allers-retours qui ont été faits pour inspecter les travaux sur Anticosti. Il y avait, il faut se rappeler, des sondages stratigraphiques. Il y a eu 12 sites. Alors, si on fait un calcul pour lequel plusieurs inspections ont été faites au fil des travaux, par souci d'un bon encadrement, ça nous apparaît réaliste. Je pourrais quand même le contre-vérifier par souci de préoccupation que j'ai moi-même, mais je pense que ça fait du sens. Excellent. Merci, Madame la ministre, Monsieur le député Deschelieux. Merci. En effet, La zone tampon, pour s'assurer qu'il y a une zone de protection sur un réservoir qui sert au stockage. Parfait. Je comprends. Alors là, je suis l'élève qui comprend. Il ne fait pas semblant de comprendre. C'est bien, hein? Actuellement, dans la loi sur les mines, le territoire qui fait l'objet d'un permis, il doit être compris à l'intérieur d'un seul périmètre et il y a une limite à sa superficie. Hein? C'est 250 km². Cette limite-là tombe en ce qui a trait à la loi sur les hydrocarbures. On ne voit pas apparaître de limite, à moins qu'elle apparaisse plus loin ou que ça ne puisse pas être le cas. Monsieur Perron. Je laisserai plus Oui, Madame Giguère. Si monsieur... Allez-y. La différence, on n'a pas mis de superficie maximale parce que la licence d'exploration va être attribuée par adjudication. C'est donc le ministre qui va décider de la grandeur du territoire. Et selon la mise aux enchères, selon les réponses qu'il a, c'est ce qui va déterminer la grandeur maximale. Alors, on ne voulait pas limiter, comme c'est le cas dans la loi sur les mines, considérant que ce n'est plus un free mining, mais plus un processus d'adjudication. Un free mining, excusez l'anglicisme, là, un premier arrivé, premier servi. OK. J'avais accepté le buffer de M. Perron. Donc, la loi sur les hydrocarbures qu'on octroie au ministre davantage de pouvoir en termes de superficie du périmètre que nous en accordait la loi sur les mines. Et là, je comprends que son nom n'est pas M. Trump, ce qu'il me faisait remarquer tout à l'heure, mais nul n'étant éternel, où trouve-t-on, où réside le bénéfice, me dites-vous, de ne pas circonscrire la superficie maximale que peut occuper le territoire d'un permis? Madame Giguère. C'est Pascal qui va répondre. Monsieur Perron. Monsieur Perron. Alors, ça fait plusieurs heures que nous sommes ici. On devient familier, mais on va encore l'appeler Monsieur Perron. Ah, ça me dérange Alors, Monsieur pas, Perron, la parole est à vous. OK. Alors, dans les faits, au niveau ce que Mike Giguère appelait le free mining,
c'est que c'était le principe de désignation sur carte et on se devait de limiter les superficies pour permettre une bonne gestion du territoire, pour pas se ramasser avec des permis tout bord, tout côté, si on veut. Dans un régime d'appel d'offres, c'est le ministre qui va déterminer les secteurs et c'est lui qui va être en mesure de gérer les superficies du territoire. Maintenant, il faut comprendre que faut être responsable dans la façon de gérer ça parce qu'il y a des obligations qui viennent avec l'émission d'une licence d'exploration. Et puis, il faut être en mesure, l'entreprise doit être en mesure de rencontrer ces obligations-là. Alors, c'est une des raisons qui fait que on ne sentait pas le besoin d'y aller avec une superficie maximale au niveau du régime d'appel d'offres. Merci, M. Perron. Monsieur le député de Richelieu. Oui, j'entends dire notre ami M. Perron notre ami à tous, personne ne voit de collusion, j'entends dire, M. Perron, qu'il faut être responsable dans la façon de gérer cela. Il faut être responsable dans la façon de gérer cela. Le projet de loi reflète cette façon responsable de gérer cela ou dites-vous que le ministre doit être responsable dans la façon de gérer cela? Qu'est-ce que vous entendez par « faut être responsable dans la façon de gérer ça » Parce qu'il y a un « maintenant » qui a précédé ça. Ah, la politique, M. Perron. C'est ça. Non, mais là... M. Perron, tout ce que vous direz peut être retenu contre vous. Alors, faites attention, soyez prudent. Mais il a la sécurité d'emploi, je présume. Non, mais c'est pas ça l'idée. C'est que... c'est le projet de loi qui est responsable et c'est la façon qu'on fait les choses pour être responsable. C'est comme ça. D'accord, parfait. Non, mais je pense que c'est une nuance qui était importante de demander à M. Perron. Une question, Monsieur le Président, qui nous vient de quelqu'un qui suit avec beaucoup d'attention nos entretiens. Tout à l'heure, je faisais état du grand nombre d'inspections sur l'île d'Anticosti. Je ne me souviens pas du chiffre très exact, mais c'était 469 inspections pour un bien moins grand nombre de puits. Alors, cette personne me fait la remarque suivante. Avoir réussi cela avec à peine 5 inspecteurs, et je présume à grand coût, parce qu'il y a quand même les déplacements que cela implique, et il y a dû y en avoir plusieurs. Comment peut-on réussir cela et tant tarder à régler, dit mon correspondant, là, le problème des puits dits inactifs entre Montréal et Québec, qui sont pourtant là, beaucoup plus, en tout cas, situés géographiquement, beaucoup plus près, je suppose, de votre division d'inspection là, que l'est Anticosti? C'est une bonne question. Oui, Mme Asselin. Merci, Monsieur le Président. Il faut voir là, d'abord, dans les opérations Anticosti, des opérations de sondage stratigraphique. Il faut voir aussi la présence d'inspecteurs du MERN et du développement durable. Il faut voir aussi un territoire sensible. Et donc, on a fait ce qu'il fallait pour encadrer correctement ces sondages, en y étant de façon assez régulière, comme vous pouvez le constater par le nombre. Et merci, Mme Asselin. Monsieur le député de Richelieu. Je prends cette précaution de dire qu'il ne faut évidemment pas que la sous-ministre voit dans ma question une condamnation de l'action du ministère sur Anticosti, qu'elle y voit mon regret que tant d'inspections y aient été réalisées. C'est évidemment pas ça. Mon interlocuteur voulait davantage référer à ces puits inactifs qui demandent, eux, beaucoup plus de temps à être sécurisés et préalablement, évidemment, à leur sécurisation inspectée.
Moi, pour l'instant, Monsieur le Président, terminé. Oui, je sens que, oui, Monsieur le ministre, vous C'est souhaitez parce que- réagir. Je reconnaîtrai le député de Berthier. Allez-y, la Toute parole petite est à vous. question, Monsieur le Président, technique. Là, la zone tampon, là, on en parle depuis tantôt. Là, et je voulais juste savoir, un propriétaire qui s'est touché par une zone tampon comme ça, est-ce qu'il peut creuser, puis juste à quelle profondeur il peut creuser? Petite question comme ça. C'est quoi les... Est-ce qu'il y a un jeu sur son terrain pour creuser, ou s'il ne doit pas toucher du tout à la zone tampon d'un réservoir? C'est une question... je l'avoue que c'est technique, mais... Maître Giguère va répondre. D'accord. OK. Maître Giguère, allez-y. On s'entend que si on avait une licence de stockage sur un territoire privé, il y aurait donc une entente entre le propriétaire et le promoteur. Et ce serait dans cette entente-là que le promoteur insisterait pour que la personne ne creuse pas et puisse venir endommager son réservoir. Là. Dans la zone tampon, c'est pareil? Bien, la zone tampon fait partie du C'est ça, territoire OK. de la licence. Parfait. Donc, c'est vraiment, ça limite les activités humaines sur le dessus de vraiment beaucoup. OK, c'est bon. Bon, il y avait un ça dépend. Hein. Non. Je n'irai pas me bâtir une maison là, on s'entend. D'accord. Ce ne sera pas dans les règlements, ce sera dans la licence. Donc, exemple, on réserve 20 mètres de chaque côté de la rivière. Si, à un endroit, on en venait à la conclusion qu'il y a un réservoir très, très intéressant et qu'au niveau des redevances qui seraient versées à l'État québécois et au bénéfice de tous, et qu'à cet endroit-là particulier, on sait qu'il n'y a pas de risque d'inondation, il n'y a pas de crue, même si on est à l'intérieur du 20 mètres, le ministre pourrait, à des conditions spécifiques, autoriser la recherche. Et ça donne aussi une plus grande flexibilité sur le territoire. Et ça, on a compris que le ministre désirait de la flexibilité. Et je ne suggère pas qu'il n'est pas flexible, là. Déjà. Vous dites que ça apparaîtra à la licence, ces conditions. Alors, quand la licence sera délivrée, d'emblée apparaîtront les conditions pour que le ministre puisse autoriser le titulaire à produire ou à stocker ou à exploiter de la saumure sur le terrain ainsi réservé, ou elles viendront s'ajouter aux conditions de la licence si la situation... qu'on va vous donner l'explication, monsieur. La bande de 20 mètres de chaque côté est automatiquement exclue du territoire de la licence. Oui. Le ministre pourrait cependant, dans la licence, inclure une partie de la bande de 20 mètres, et c'est dans la licence qu'il émettrait les conditions pour lesquelles, dans cette petite partie du territoire-là, on permet l'exploration ou la production à des conditions spécifiques. Ce n'est pas « je vous émets une licence et peut-être que si vous respectez les conditions suivantes, vous aurez le droit d'aller dans la bande ». C'est « je vous permets au moment de l'émission de la licence d'aller dans la bande réservée à certaines conditions ». D'accord, je comprends. Merci. Merci. Ça vous va, monsieur le député de merci. Richelieu? Excellent. Merci, maître Giguère. Alors, monsieur le député de Berthier, je vous écoute. Merci, M. le Président. Il me semble qu'on avait dit à un moment donné que quelqu'un qui faisait de l'exploration devait le faire d'abord sur le territoire qui lui a été autorisé. Ça va jusque-là. Donc, claim ou licence ou permis. Là. Et que s'il faisait un forage horizontal, il devait aussi rester dans les limites de son territoire autorisé, la zone autorisée. En fait, la question, c'est quelqu'un qui a un claim. Parce que d'abord, la première question, c'est est-ce que ceci s'applique aux 56 000 km² ou s'ils sont exclus? Madame... Première question. Madame... Mais Madame Giguère. cette loi-là vise les futures licences. Parfait. Et voilà. Donc, ça ne vise pas les licences déjà attribuées. D'accord. OK. Bon, première question. J'aime bien le faire répéter sur ce... que les gens sachent que finalement, ce projet de loi-là, 56 000 km², la grandeur de la Nouvelle-Écosse, c'est pas touché par ça. Donc, maintenant, allons-y avec une nouvelle découverte, un nouveau claim. Et vous avez la rivière.
j'obtiens une licence sur un territoire à gauche de la rivière, j'obtiens une licence à la droite de la rivière, il y a le 20 mètres chaque côté où je ne peux pas aller, à moins d'avoir une autorisation spécifique du ministre. Mais je vais y aller par est-ce que je peux y aller tout de même? Je présume que la réponse va être non. Si je vais par fracturation horizontale, je ne pourrais pas dépasser, si je n'ai pas l'autorisation sur la licence, je ne pourrais pas dépasser la zone de 20 mètres protégée, même par en dessous. Je vais juste... Mme Giguère? Bien, quand je vous parlais de conditions particulières, là, notamment, dans ce cas précis-là, une des conditions, ce serait probablement de ne pas forer horizontalement sous la rivière, sous le lit de la rivière, là. Ou de ne pas s'approcher de la bande. Mais je ne suis même pas dans les conditions à la licence. Mettons que la licence, on me l'autorise à gauche et à droite, puis j'ai l'obligation de respecter le 20 mètres chaque côté. Je ne pourrais pas fracturer sous la rivière, horizontalement, et traverser d'un bord à l'autre sous la rivière, parce qu'il faut toujours se rappeler que c'est sous terre. C'est ça, je ne pourrais pas, à moins que, lors de la demande de la licence, j'ai l'autorisation de le faire. Le forage horizontal doit quand même être fait sur le territoire Oui, de la licence. c'est ça. Donc, mon 20 mètres est exclu, ma rivière est exclue, mon autre 20 mètres est exclu. Je ne peux pas forer horizontalement si je ne suis pas sous le territoire de ma licence. J'ai compris ça. OK. Donc, mais mettons que j'ai ma licence, puis que, avant de l'avoir, là, je négocie avec le gouvernement en disant, écoutez, moi, c'est intéressant ce qu'il y a sous la rivière, je pourrais l'obtenir, comme vous disiez tantôt. Ça serait inclus dans la licence avec des conditions X, Y, là. Avec l'accord de l'environnement et tout ça. Tout ça là. Donc, c'est possible. C'est surtout ma question, c'est ça. Oui. Président, Allez-y. je pense qu'il faut bien comprendre là, que dans ce dossier-là, on a un article plus loin qui parle de ça. On a un article qui dit essentiellement que la licence donne à son titulaire le droit de rechercher, et c'est marqué surtout au 2e alinéa, comporte... Le reste des activités va être soumis au projet de loi 106. Ce qui ne sera pas soumis, ce n'est que l'émission de la licence, les conditions à respecter pour une licence. Ils ont des droits acquis, ces gens-là. C'est bon, c'est correct. C'est parce que tantôt, la façon que vous avez... En fonction de la loi que nous adopterons, puisque ce règlement était afférent à la loi sur les mines. Il devra être en cohérence avec la loi, bien sûr. Cohérence avec la loi, c'est bien ça, parce qu'il ne faut pas évidemment des lois